J'aimerais pour ouvrir cette journée consacrée aux femmes et aux représentations qu'en donnent les mémoires de Saint-Simon, évoquer justement la femme qui a peut-être le plus compté pour lui, son épouse Marie-Gabrielle de Lorge, personnage discret de l'œuvre mais infaillible soutien d'une vie, qui domine par sa vertu, sa piété et sa modestie la constellation féminine des mémoires. Il faut que cette vérité m'échappe, déclare Saint-Simon. Il n'y avait point de femme qui eût jamais mérité ni joui d'une réputation plus pleine, plus unanimement reconnue ni plus solide que Madame de Saint-Simon, sur tout ce qui forme le mérite des plus honnêtes et des plus vertueuses. Il n'y en avait point aussi qui en usât avec plus de douceur et de modestie, ni qui fût plus généralement respectée dans cet âge où elle était, ni avec cela plus aimée. L'admiration mêlée de pudeur laisse transparaître l'amour profond que le mémorialiste nourrit pour cette femme estimée de tous, cette perle unique, écrit-il dans son testament, dont la mort, je le cite encore, m'a rendu la vie à charge et le plus malheureux de tous les hommes, par l'amertume et les pointes que j'en ressens jour et nuit en presque tous les moments de ma vie. Alors, l'éloge hyperbolique que Saint-Simon rend à son épouse, en particulier dans ce texte testamentaire, montre combien les femmes peuvent susciter l'admiration du mémorialiste. Il témoigne pleinement de la place majeure que les femmes peuvent occuper au sein des familles et à la cour, comme soutien, comme conseil et surtout comme égale. Car l'admiration du mémorialiste ne s'arrête pas à son épouse et les femmes peuvent se distinguer dans les mémoires par leur beauté, leur éclat, leur esprit, leur loyauté ou leur habileté. Saint-Simon est particulièrement sensible en effet à l'esprit de certaines femmes. Brillant exemple de l'esprit Mortemart, son amie Madame de Castres, qu'il décrit plaisamment comme un espèce de biscuit manqué, avait par-dessus tout une physionomie qui éclatait d'esprit et qui tenait encore plus parole. Madame de Montespan et ses sœurs avaient, dit-il, tellement d'esprit qu'elles avaient l'art d'en donner aux autres. Saint-Simon, refusant le pédantisme, apprécie chez Madame de Maubuisson l'alliance de l'humilité et de l'intelligence, qui lui donne un esprit aisé et naturel, sans songer jamais qu'elle en eût non plus que de science. Il loue l'incroyable érudition de Madame Dacier, parce qu'elle est mêlée à tant de simplicité. Cette femme, qu'il estime supérieure à son mari et qui était consultée de tous les doctes, avec tant de savoir, n'en montrait pourtant aucun. Et le temps qu'elle dérobait à l'étude pour la société, on l'y eût prise pour une femme d'esprit, mais très ordinaire, et qui parlait coiffure et mode avec les autres femmes, avec un naturel et une simplicité, comme si elle n'eût pas été capable de mieux. De Madame de Pontchartrain, qui avait tant de tours et de grâce dans l'esprit, Saint-Simon loue surtout sa connaissance de la cour, qui fut à ses yeux si profitable à son mari le chancelier. De la comtesse de la Marque, il écrit qu'elle avait infiniment d'esprit et elle l'avait vaste, mâle, plein de vues, beaucoup de discernement, de justesse, de précision, un air simple et naturel et une conversation charmante. Saint-Simon, on le voit dans ses extraits, admire chez les femmes une intelligence qui est aussi pratique, qui est discernement et connaissance du monde et qui sait mêler simplicité et habileté sociale. Mais Saint-Simon, qui ne se pique pas d'impartialité, s'il s'est aimé, admiré, c'est tout autant blâmer, voire même haïr. On trouvera trop dans ses mémoires, écrit-il, que la louange et le blâme coulent de source à l'égard de ceux dont je suis affecté. En effet, la capacité de Saint-Simon à recréer le singulier dans toute sa complexité, sa finesse et sa beauté n'a d'égal que son talent tout aussi extraordinaire à médire. Ainsi, chez les femmes, l'esprit ne suffit pas s'il est corrompu par le vice. Et la duchesse de Berry, qui était un prodige d'esprit, est aussi un prodige d'orgueil, d'ingratitude et de folie, de débauche et d'entêtement. Bref, le modèle de tous les vices. Saint-Simon blâme également avec dureté le manque de fermeté de caractère. Ainsi, Madame la princesse, qui n'eut jamais de sens ni d'esprit que pour prier Dieu, tremblait devant sa fille, la duchesse du Maine. Quant à Madame de Chamillard, quoique la meilleure femme du monde, elle ne savait pas dire deux mots, ignorait tout et était donc parfaitement inutile à son mari à la cour, comme à sa famille, incapable qu'elle était, dit Saint-Simon, d'éduquer ses filles, ni de tout soin de ménage et d'économie. Alors que Saint-Simon loue ou blâme les femmes qu'il évoque, force est de constater que celles-ci sont omniprésentes dans son œuvre et à la cour. Saint-Simon remarque que le roi aime s'entourer de femmes qui ont de l'esprit
Et la cour de Madame de Montespan, qui est un temps le centre de la cour, des plaisirs et de l'esprit, est un modèle à cet égard. La duchesse de Bourgogne devient à son tour, par ses cajoleries et son esprit, une figure brillante de la cour vieillissante. Saint-Simon décrit sa présence virevoltante qui parvient à ensorceler Madame de Maintenon grâce à une familiarité et une liberté apparente qui la ravissait et le roi avec elle. Cette grâce, elle sait l'utiliser à escient pour aider son mari le dauphin, dont le caractère tout différent se prête si peu au monde. Si la cour subsista après elle, écrit Saint-Simon à sa mort, ce ne fut plus que pour languir. Le mémorialiste est ainsi sensible au pouvoir des femmes, et la galerie féminine des mémoires témoigne du rôle politique très actif des femmes à une époque où leur puissance ne saurait être qu'indirecte. Nombreuses sont les femmes qui agissent sur la scène des mémoires. Elles font partie de cabales comme celle de Meudon. Elles intriguent, on peut songer à la duchesse du Maine lors de la conspiration de Célamare. Elles sont aussi décrites comme de précieux instruments dans l'intrigue du mariage du duc de Berry, qui a pu être comparé à un jeu de dames. Anka Mulstein, qui a consacré en 1976 un ouvrage aux femmes dans les mémoires de Saint-Simon, souligne que ce dernier est remarquablement conscient de la présence active de la femme dans la vie sociale de son époque, alors que Voltaire, remarque-t-elle, minimisera considérablement dans son siècle de Louis XIV l'influence des femmes à la cour. Et Madame de Maintenon, dont Voltaire ne nie pas l'ambition, devient sous sa plume une simple compagne agréable et soumise, ce qui révolterait pour le moins Saint-Simon. Car s'il est bien une femme de pouvoir de premier plan dans les mémoires, c'est Madame de Maintenon, dont Saint-Simon ne cesse de blâmer la passion de régenter qui lui est si odieuse. Elle est la princesse des Ursins, qu'Anka Mulstein voit comme des self-made women, sont décrites par le mémorialiste comme les deux modératrices suprêmes de la France et de l'Espagne. Pour Madame de Maintenon, gouverner était tout son être. Quant à la princesse des Ursins, elle est, selon les mots de Saint-Simon, une dictatrice qui a gouverné jusqu'à sa disgrâce la cour et toute la monarchie d'Espagne. Elle avait, dit-il, de ses ambitions fort vastes, fort au-dessus de son sexe et de l'ambition ordinaire des hommes, et un désir pareil d'être et de gouverner. Alors faut-il en conclure que Saint-Simon condamne l'ambition de ces femmes, comme des femmes en général. Leur aspiration au pouvoir est-elle perçue comme illégitime parce que féminine? Ce qui est certain, et Delphine Mouquin l'a bien montré dans un article consacré à la question, c'est combien le pouvoir qui appartient aux hommes doit être obtenu et conquis par les femmes qui n'ont d'autre choix que d'entrer par effraction sur la scène politique. Sont-elles alors des usurpatrices et doivent-elles donc se contenter d'une influence indirecte en restant dans l'ombre, tant l'éclat du pouvoir féminin est scandaleux et transgressif, comme le montre le spectacle du pouvoir de Madame de Maintenon lors de la revue de Compiègne en 1698, ou comme le prouve la chute de la princesse des Ursins, qui n'a pas voulu ou su rester dans l'ombre. Saint-Simon, à vrai dire, ne porte pas de regard univoque sur les femmes de pouvoir. Si Madame de Maintenon est jugée sévèrement et avec mépris par le mémorialiste, la princesse des Ursins, qui lui est pourtant si semblable, est regardée en raison de sa dignité et de sa stature avec respect. Mais la princesse des Ursins est de ses amis, et il lui restera fidèle malgré sa disgrâce jusqu'à sa mort. C'est que la ligne de partage entre l'usurpation et la grande figure de pouvoir n'a finalement rien à voir pour Saint-Simon avec le sexe du pouvoir, mais bien avec le singulier. Si nous avons souhaité, Flavie Leroux et moi-même, consacrer cette journée d'études sur les recommandations de Mathieu à la question des femmes chez Saint-Simon, c'est dans l'espoir de proposer une réflexion globale sur un sujet qui a surtout jusqu'ici été abordé à travers l'étude de quelques figures féminines de premier plan, telles par exemple Madame de Maintenon, la princesse palatine, la duchesse de Bourgogne ou bien évidemment la princesse des Ursins, à laquelle la Société Saint-Simon a consacré une journée en 2021. Anka Mulstein, dans l'ouvrage que je mentionnais tout à l'heure, considérait que s'intéresser à Saint-Simon et aux femmes pouvait a priori constituer, je la cite, un sujet paradoxal, tant cet auteur semble n'évoquer que conservatisme, rigidité et étiquette. Elle entendait sans doute par là que le conservatisme du mémorialiste ne devait pas le prédestiner à accorder une place si importante aux femmes dans son œuvre, et peut-être encore moins à leur être si favorable.
Or, au rebours de ces préjugés, Anka Mulstein souligne que le regard du mémorialiste n'est jamais condescendant pour les femmes, et elle allait même jusqu'à le qualifier de féministe. Alors, évidemment, c'est un terme à prendre avec des pincettes ici. Nous verrons bien les surprises que nous réserve cette journée, qui a pour but d'interroger le regard que Saint-Simon pose sur les femmes de la cour, qu'elles soient reines, princesses, amies ou intrigantes. Alors Fanny Boutinet et moi-même nous intéresserons au poids des écrits de Saint-Simon dans la construction de la mémoire de certaines femmes de l'âge classique, et Nicolas Garottet nous parlera de l'importance des amitiés féminines dans les mémoires. Les interventions de Julie Oscan et de Claire Buchet, qui n'a finalement pu être des nôtres aujourd'hui, porteront ou auraient porté sur des figures féminines de la maison régnante, reines ou princesses du sang, telles que les peint Saint-Simon dans ses mémoires et telles qu'a pu s'en emparer la mémoire collective. Enfin, Delphine Amstutz et Flavie Leroux examineront la manière dont le duc traite de la question de la faveur royale au prisme du genre dans ses écrits. Et pour sortir du cadre de la cour, stricto sensu, et aborder un autre type de figure féminine qu'il évoque sous l'angle des mœurs, Orlena Bellard s'interrogera sur les représentations des comédiennes et des danseuses dans les mémoires. Alors cette journée ne saurait malheureusement être exhaustive et certaines questions ne seront pas abordées. C'est pourquoi Flavie Leroux propose, pour terminer cette introduction, une synthèse consacrée aux femmes qui gravitent autour de Saint-Simon, et en particulier les femmes de son entourage, notamment familial. Et donc avant de lui laisser la parole, je tiens évidemment à remercier tous les intervenants, Flavie Leroux qui a énormément œuvré pour cette journée, et bien sûr toute l'équipe du Centre de recherche du Château de Versailles. Merci. Merci Annabelle, et je me joins à tes remerciements pour m'associer effectivement à cette reconnaissance que l'on doit au Centre de recherche, mais aussi à la Société Saint-Simon, ainsi qu'à la CIEFAR, qui a accepté, donc la Société pour les femmes de l'Ancien Régime, qui a accepté de s'associer scientifiquement à cet événement pour ne serait-ce que le relayer auprès de ses réseaux et le faire connaître, puisque nous traitons ici évidemment de Saint-Simon, mais au-delà de ça, de la question de l'histoire des femmes. Et donc effectivement, je voulais terminer cette introduction un petit peu longuement, je dois dire, pour apporter un regard assez caractéristique de l'idée qui était la nôtre, à savoir de faire dialoguer différentes disciplines, en particulier la littérature et l'histoire, et même un peu au-delà, grâce à Orlena Bellard notamment. Et donc je voulais apporter quelques éléments historiques sur les femmes de l'entourage de Saint-Simon que nous n'aurons pas d'autres occasions d'évoquer aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire, je vous rassure tout de suite, une biographie de chacune de ces femmes, je n'en aurai pas le temps, mais je me suis intéressée finalement à la place que chacune occupe dans la trajectoire de notre duc, et d'essayer de comprendre à partir de l'historiographie existante ce qui pouvait être fait pour apporter des éléments nouveaux, puisque c'est une historiographie. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint fonctionne. Hop, voilà. C'est une historiographie qui est déjà assez dense, une bibliographie évidemment de Saint-Simon qui est très riche. Mais pour ce qui concerne les femmes, et notamment les femmes de sa famille, je dois admettre que j'étais un petit peu surprise de découvrir qu'il y avait si peu de choses, en tout cas très peu de monographies. Donc je vous ai dressé ici une liste évidemment qui n'est pas exhaustive, mais qui permettait néanmoins, même s'il s'agit surtout d'articles, d'apporter beaucoup d'éléments, en particulier sur la mère et sur l'épouse de Saint-Simon. Donc les deux figures que je vais évoquer en premier, en allant assez vite, puisqu'Annabelle a déjà présenté cette épouse fameuse. Donc commençons par la mère de Saint-Simon, Charlotte de l'Aubépine de Châteauneuf, qui dans cette bibliographie de Saint-Simon est une figure bien évidemment incontournable, bien qu'elle soit finalement peu présente dans les mémoires. Une figure incontournable d'abord, puisque c'est à elle que Louis de Rouvroy attribue son éducation. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans une autre source qui est le Mercure, qui à l'occasion du mariage de Saint-Simon en 1695 précise, je cite, « Madame sa mère, dont le mérite est connu, l'a fait particulièrement instruire des devoirs d'un bon chrétien ». Donc voilà, une confirmation supplémentaire.
Au-delà de ce rôle d'éducatrice, Charlotte de Lobépine compte d'autant plus dans le parcours de son fils que ce fils est son seul enfant. Et c'est important de le préciser. Enfant qui est né du mariage qu'elle contracte en 1672 avec le premier duc de Saint-Simon, donc de plus de 30 ans son aîné, qui est alors veuf et père d'une fille unique. Donc finalement, en donnant naissance à ce fils, elle va lui donner un héritier, ce qui est évidemment fondamental puisque le duc Claude est le premier de sa lignée à porter ce titre ducal. Donc il faut absolument un héritier auquel le transmettre. Et quand je dis un héritier, bien évidemment, c'est un garçon, puisque le duché Péry, normalement en tout cas, ne peut se transmettre par les filles, sauf dérogation explicite. Donc une figure maternelle, évidemment, centrale, ne serait-ce qu'à cet égard. Une figure également importante pour ses liens avec de grandes dames de la cour, à commencer par la duchesse d'Angoulême, qui est la belle-fille de Charles de Valois, donc qui est le dernier bâtard en fait, de la dynastie de Valois, ou encore la marquise de Montespan, donc on en a déjà parlé, maîtresse de Louis XIV fameuse, deux femmes qui signent au contrat de mariage Saint-Simon-Lobépine, montrant quand même cette proximité. Donc évidemment, ce sont des parentes éloignées, mais avec lesquelles Madame de Saint-Simon, première duchesse, entretient des relations relativement suivies, puisque la première, la duchesse d'Angoulême, l'a élevée, et la deuxième, Madame de Montespan, l'a recommandée pour une place dans la maison de la reine qu'elle n'a finalement pas occupée. Alors, deuxième figure la plus étudiée finalement dans les études consacrées à Saint-Simon, son épouse. Donc, je vais passer assez vite, on en a déjà parlé. Ce qui est important, à mon avis, à noter dans un premier temps, c'est que cette épouse, Marie-Gabrielle de Durfort-de-Lorge, est un second choix. Saint-Simon ayant d'abord eu l'intention d'épouser une fille du duc de Beauvilliers, ce qui lui est refusé. Alors, ce qui revient de façon récurrente dans les biographies de Saint-Simon, c'est que finalement, notre duc ne cherchait pas vraiment une épouse, mais plutôt un beau-père, ce qui est assez bien vu, effectivement, c'est-à-dire une maison à laquelle s'allier. Et ça, c'est un point important sur lequel je vais revenir quand je vais évoquer les autres femmes de sa parenté. C'est vraiment cette politique matrimoniale qui compte, bien sûr, beaucoup. Donc malgré que ce soit un second choix, bien sûr, un véritable attachement pour cette épouse, une véritable confiance aussi, qui lui manifeste, ne serait-ce qu'en lui laissant la gestion du ménage, ce qui est quelque chose d'assez récurrent sous l'Ancien Régime, même si les femmes, je le précise d'emblée, sont soumises à la tutelle soit du mari, soit du père. Mais Saint-Simon n'hésite pas à déléguer ce pouvoir à son épouse, notamment pour la gestion des affaires courantes. Donc cette duchesse de Saint-Simon est un rouage essentiel dans l'existence du duc, aussi parce qu'elle apporte avec elle, alors vous allez voir, je suis assez obsédée par les questions d'argent, donc je vais y revenir à plusieurs reprises, mais ça commence en fait avec son épouse notamment, qui apporte quand même 400 000 livres de dot, ce qui est loin d'être négligeable, c'est plus que la moyenne qu'on observe chez les ducs et pairs, et c'est une somme qui sert en fait à purger les dettes de la maison de Saint-Simon, et ça c'est quelque chose, à mon avis, d'important à retenir, c'est que toutes ces femmes du lignage de Saint-Simon viennent finalement sauvegarder le patrimoine grâce à leurs apports financiers. Cette épouse est aussi importante parce qu'elle est, et Mathieu Davina l'a évoqué, une sorte de faire-valoir, quelque part, de son époux, puisqu'elle lui permet notamment pour la première fois d'être invitée à Marly, d'obtenir un logement au sein du château de Versailles par le biais de son frère, d'abord. Et donc, quelque part, on pourrait dire, si on utilisait un langage un peu familier, que Saint-Simon est un peu l'époux de... pour retourner un peu l'expression qu'on utilise d'habitude plutôt pour les femmes, ce qui se confirme au moment où son épouse est nommée dame d'honneur de la duchesse de Berry. C'est un point important en 1710, puisque généralement dans la bibliographie, j'ai remarqué qu'on considère cette nomination comme plutôt avilissante au regard du rang de la duchesse de Saint-Simon, ce qui m'a un peu surpris, je dois dire, puisque c'est une idée que j'aurais tendance à nuancer. Puisque quand on regarde, il y a eu bien d'autres duchesses qui ont occupé des charges moins hautes. La duchesse de Berry reste quand même une petite fille de France, potentiellement dauphine. Donc c'est quand même quelqu'un qui appartient à la famille royale et qui a un rang, qui a une place aux côtés d'un potentiel héritier du trône. Donc ce n'est pas rien. Et donc quand on regarde, par exemple, il y a eu des duchesses qui ont été dames d'honneur de la duchesse d'Orléans, qui est... moins important. Donc c'est quand même une place importante, et surtout parce qu'elle peut être un marchepied vers une place plus haute, bien sûr. C'est aussi une place importante pour une autre raison,
c'est les privilèges qui l'accompagnent, bien sûr. Je vous ai extrait ici quelques documents relatifs à la maison de la duchesse de Berry. On voit sur le premier à gauche les émoluments qui accompagnent cette place, qui sont loin d'être négligeables, vous le voyez, 17 000 livres quasiment, qui, à la mort de la princesse, deviennent une pension de 12 000 livres, ce qui est quand même assez confortable. Il y a évidemment aussi le logement à Versailles, cette fois un appartement donc attribué à Madame de Saint-Simon, dont profite Monsieur de Saint-Simon. Par la suite, ce sera aussi la jouissance du château de Meudon et un pouvoir certain à la cour, puisque la dame d'honneur, c'est la personne qui va signer les registres de dépenses, qui va présider à certaines nominations, qui va représenter la princesse. Et donc l'autre document que j'ai mis à droite de l'écran, c'est une attestation signée de la duchesse de Saint-Simon concernant un officier de la maison. Donc vous voyez quand même une place, un pouvoir exercé à l'échelle d'une maison royale, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce, malgré évidemment le comportement de la princesse elle-même qui va poser un certain nombre de problèmes. Donc dans l'historiographie, vous le voyez, quand même un certain nombre d'éléments disponibles sur les épouses respectives des 2 premiers ducs de Saint-Simon. En revanche, pour ce qui concerne les autres femmes du lignage, finalement, les mentions restent assez marginales. Ce sont des figures qui sont rarement ou rapidement abordées, qui, pour certaines même, sont peu connues. Et pourtant, ce sont des femmes assez intéressantes du point de vue de l'histoire de la famille de Saint-Simon. Donc, je vous propose ici une petite généalogie avec en orange donc toutes les figures féminines. Donc, vous voyez déjà qu'il y en a quand même un certain nombre. À mon sens, l'une des premières à évoquer dans l'ordre chronologique, c'est la demi-sœur de Saint-Simon, la duchesse de Brissac, Gabrielle Louise ou Marguerite Gabrielle, ça dépend, de Saint-Simon, qui est en fait la fille du premier lit de son père, qui est donc plus âgée, qui se marie même avant la naissance de Louis de Rouvroy. Et ce mariage, en fait, entre la demi-sœur et le duc de Brissac, eh bien, il est fondamental pour l'histoire du lignage de Saint-Simon, puisque c'est le premier mariage digne de la dignité ducale, on va dire. C'est-à-dire, d'abord, en raison du rang de l'époux, qui est lui-même un duc, et puis de la dot de l'épouse, ce qui est quand même de 600 000 livres. C'est assez rare dans les contrats de mariage d'enfants de ducs, de voir des dots pareilles. Ce qui montre bien qu'il y a une recherche de légitimité de la part du premier duc de Saint-Simon de marier sa fille à grands frais pour pouvoir soutenir son rang. Ce qui est intéressant quand on regarde les mariages des filles des générations suivantes, c'est qu'on voit un phénomène inverse qui va s'opérer et qui montre que les Saint-Simon finalement s'installent véritablement d'un point de vue social dans la ducalité. On le voit notamment avec la fille de Saint-Simon, Charlotte, qui se marie en 1722, malgré les réticences de son père, d'ailleurs. Et quand on regarde les conditions de ce mariage, on voit que la dot est nettement moins élevée que celle de la duchesse de Brissac ou même de la duchesse de Saint-Simon elle-même. On est à seulement, bon ça reste beaucoup, mais 200 000 livres. Et donc cette fois, on frôle plutôt les moyennes basses, vous voyez, des dots de filles de ducs. D'ailleurs, c'est une dot qui n'est pas payée immédiatement. Donc une dot qui baisse, et pour autant, le rang de l'époux, lui, augmente, puisqu'il s'agit du prince de Chimène, donc un grand d'Espagne, qui est le premier père des pays et comtés de Hainaut. Et en fait, quand on regarde cette politique matrimoniale, on voit qu'elle est vraiment ascendante avec la dernière fille, la dernière héritière, Marie-Christine Chrétienne de Saint-Simon, qui est la petite fille du mémorialiste. Donc cette fois, la dot, elle baisse encore. On est à 100 000 livres plus des droits, donc ce qui veut tout et rien dire, puisque c'est uniquement des droits potentiels. Alors que son mari, là encore, est d'un rang particulièrement éminent, le comte de Valentinois, puisqu'il est petit-fils, fils et frère de 3 princes souverains de Monaco, ce qui est quand même très honorable pour une famille de ducs et pairs, de s'allier avec ce genre de lignage. Donc finalement, sur 3 générations, les mariages des filles de Saint-Simon, des filles Saint-Simon, pas de Saint-Simon, ont vocation à soutenir le rang de leur lignage d'origine. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous les mariages des Saint-Simon ne répondent pas uniquement à des préoccupations liées à la perpétuation et à l'affirmation d'un rang ducal. Il n'y a pas que cet enjeu social, bien évidemment. Il y a aussi des raisons, vous vous en doutez, nettement financières dans ces choix matrimoniaux. Et c'est sur cet aspect économique qui
pour le coup, apparaît assez peu dans l'historiographie existante, que je voulais clore ce panorama de l'entourage féminin de Saint-Simon. Puisqu'en effet, on le sait, notamment grâce aux travaux de Joël Coutura, la faveur de Louis XIII qui bénéficie au premier duc est constitutive essentielle dans la composition de la fortune de la famille. Mais les femmes ont aussi un rôle fondamental à jouer pour le maintien de cette fortune, voire son augmentation. Il y a eu un très bel article publié en 1994 d'Alain Duperron sur le patrimoine des Saint-Simon. Et dans cet article, on apprend que la famille, à la mort du deuxième duc en 1755, elle possède 4 millions de livres de biens, ce qui est pas mal. Et sur ces 4 millions, il y a 1 million qui provient des femmes, à minima. Donc un quart, ce qui est quand même important. Alors, d'où provient ce patrimoine féminin? Alors, il vient d'abord de la mère de Saint-Simon, Charlotte de l'Aubépine, qui a récupéré de son père une baronnie et qui a racheté à sa propre mère le marquisat de Ruffec. Donc, vous voyez, vraiment, il y a une volonté de sa part de récupérer ce bien qui vient de sa famille pour le transmettre à son fils, même si ça représente un certain coût. Ensuite, on a aussi le rôle central joué par la tante de Saint-Simon, la marquise de Champvallon, donc qui est la sœur de sa mère, pardon. Et en fait, cette tante avait un fils qui est décédé, donc elle va décider de donner l'essentiel de ses biens à Saint-Simon. Ces biens, donc c'est un patrimoine assez important, on parle de 3 terres qui en plus vont être doublées d'un certain nombre de rentes qu'elle va transporter. Donc en bref, Saint-Simon va récupérer de cette tante, vous le voyez, presque 200 000 livres de biens. Et puis, il faut aussi ajouter, je vous remets ici la généalogie, tous les biens venus de la demi-sœur, la duchesse de Brissac, qui est décédée elle aussi sans descendance en 1684, et qui dans son testament va désigner Saint-Simon comme légataire universel. Elle va laisser derrière elle un certain nombre de dettes, mais pas que. En fait, elle a, dans son inventaire après décès, on voit très bien, elle a un patrimoine assez important qui vient notamment d'un oncle, donc un frère de Claude de Rouvroy, le marquis de Saint-Simon, qui lui a légué des terres et des meubles. Donc, vous le voyez, un apport financier des femmes qui est très important, mais qui ne s'arrête pas à ce que je viens de vous décrire, puisqu'il faut aussi, et c'est fondamental, prendre en compte les belles-filles de Saint-Simon, les 2 belles-filles, les épouses des fils, et ce qu'elles apportent au moment de leur mariage. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce que Saint-Simon écrivait à son sujet, pour ce qui le concernait lui, que, je cite, « Les millions ne pouvaient le tenter d'une mésalliance, ni la mode, ni ses besoins le résoudre à s'y ployer ». Ce qui est beaucoup moins vrai pour ses fils, visiblement. Jacques-Louis, donc le duc de Ruffec, l'aîné, et Armand-Jean, marquis de Ruffec, le cadet. Ces 2 fils vont tous les 2 prendre une épouse qui s'avère être une veuve, ce qui n'est pas anodin, loin de là. La première, donc, c'est Catherine Charlotte de Gramont, qui est la veuve du prince de Bournonville, et l'autre, c'est Marie-Jeanne Louise Bouin d'Angervilliers, qui est la veuve du président amortier du Parlement. Donc c'est assez intéressant parce que quand on met en regard ces mariages des garçons avec ceux des filles, on voit que les conjoints choisis ne sont pas du tout du même niveau social. Et c'est tout simplement parce que les mariages des filles sont une logique vraiment économique, pour le coup. Puisque je vous l'ai dit, donc ils épousent 2 veuves, et pourtant, ce sont 2 alliances qui sont placées sous le régime de la communauté de biens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, c'est-à-dire que généralement, quand on épouse une veuve, on choisit le régime de la séparation, puisque cette veuve a des biens qui viennent de son premier mariage. Or là, dans les 2 cas, nous avons une communauté, ce qui est particulièrement avantageux pour les époux, puisqu'ils récupèrent non seulement ce que l'épouse apporte dans la communauté, mais aussi un certain nombre de biens qui proviennent de leur premier mariage, y compris pour l'une, l'héritage venu de son fils défunt. Donc vous voyez, en fait, ça va faire rentrer dans le patrimoine des Saint-Simon un certain nombre de biens supplémentaires. Pour résumer, alors je vous ai mis un tableau qui est peut-être un peu compliqué, mais en fait, il suffit de regarder ce que j'ai mis en gras, et notamment la ligne du milieu. Ce genre de tableau permet de montrer qu'entre la génération en fait, du premier duc de Saint-Simon et celle de sa petite-fille, la génération des fils va permettre de restaurer considérablement la situation financière du lignage grâce aux apports des conjointes. Vous le voyez, presque plus de 900 000 livres de biens qui vont rentrer grâce aux épouses.
Ces belles filles de Saint-Simon, donc, ce sont des figures qui sont très intéressantes, non seulement en raison du patrimoine qu'elles vont apporter, mais aussi des liquidités qu'elles vont mettre à la disposition de la famille, et notamment du duc et de la duchesse de Saint-Simon. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir tous les documents, mais il y en a encore, il va falloir que je continue. Mais vous le voyez ici, une liste non exhaustive de l'argent qui est prêté par les belles filles à Louis de Rouvroy et à Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge. Vous le voyez, entre 1731 et 1741, donc 10 ans, 306 000 livres prêtés. Donc c'est quand même très conséquent. Donc vous le voyez, pour résumer, ces femmes dans la famille de Saint-Simon qui permettent d'apporter des biens supplémentaires, mais surtout qui permettent de rembourser des dettes, ce qui est quand même évidemment assez caractéristique des grandes familles de la noblesse. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, puisque en prêtant de l'argent, les belles filles peuvent demander à être remboursées, et puis si elles deviennent veuves à nouveau, elles peuvent demander à récupérer ce qu'elles ont apporté, donc ce qui va poser un certain nombre de problèmes. La situation d'ailleurs est assez calamiteuse au moment du décès de la duchesse de Saint-Simon en 1743, j'ai pas noté mais je crois que c'est 43, au point d'ailleurs que le duc de Saint-Simon n'a d'autre choix que d'abandonner à leurs créanciers plus de 120 000 livres de revenus par an pour compenser ces dettes. Donc, vous le voyez, ces femmes, finalement, permettent d'éponger les dettes et donc de retarder une potentielle faillite qui finit, malheureusement, par arriver avec la petite fille de Saint-Simon, la comtesse de Valentinois, qui n'aura d'autre choix que de liquider certains biens pour apurer l'ensemble. Et donc, je voulais finir là-dessus, c'est avec une femme, encore une fois, que finalement va s'achever l'histoire de ce lignage. Puisque c'est elle qui va vendre les terres de Saint-Simon, de Ruffec, de La Ferté-Vidame, même si, et c'est important de le noter, elle va conserver jusqu'en 1773 le comté de Rasse qui portait la grandesse d'Espagne, si chère à son aïeul. Donc comme une façon d'essayer de sauvegarder jusqu'au bout, même si finalement elle est rattrapée par l'accumulation du passif des générations précédentes. Je vous remercie.